Merci à la technique. Soyez les bienvenus. Est-ce que on a le son partout sur les 3 canaux de diffusion, Facebook, TikTok et YouTube? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez sur les 3 canaux? YouTube, c'est bon. Non, TikTok, c'est bon. YouTube, est-ce que vous m'entendez sur YouTube? Ok, 5 sur 5 sur YouTube. Et donc, je crois que sur Facebook, ça doit être pareil. Alors, soyez les bienvenus, vous tous qui êtes déjà en ligne pour ce live avant Noël. C'est le dernier live avant Noël. On en fera un autre avant le 1er janvier. Et donc, aujourd'hui, on va parler beaucoup des mines. On va parler des mines, on va parler de la malédiction des phosphates. C'est pour ça que je suis là. Mais avant, on va rapidement décortiquer quelques sujets d'actualité. On va aller au Bénin. On va aller au Bénin, le Bénin où le président Patrice Talon s'est adressé aujourd'hui à la nation, a fait l'état des lieux de la nation devant les députés. Un discours assez particulier dans lequel il a pris soin de rappeler avec beaucoup d'émotion que c'est le dernier de ses discours et que c'est la dernière fois qu'il passe devant les députés, donc il quitte le pouvoir à la fin de son mandat. Et c'est intéressant parce que c'est assez pédagogique, pour qu'on joue ça, pour que nos compatriotes puissent comprendre ce qui se passe. Et donc la technique peut passer le discours de Patrice Talon. Ça prendra quelques minutes et puis après on évoluera. Mais comme je l'ai dit tantôt, le live de ce soir, c'est pour parler des mines, de la malédiction des phosphates sur le Togo. Merci. Technique. Dégradation. Ce ne sont pas seulement celles qui ne sont jamais éprouvées. Ce sont également celles qui sont capables de faire face aux épreuves avec efficacité. En cela, notre pays, le Bénin, a donc franchi un palier décisif dans son parcours, sa construction, ses valeurs et son développement. Quant à ceux d'entre nous qui restent désespérément accrochés à notre passé révolu ou qui peinent à s'arrimer à la dynamique en cours, je prie le ciel de leur accorder la clairvoyance, l'altruisme et l'humilité nécessaires à leur ralliement afin que leur frustration, justifiée ou non, cesse de nous diviser. Car notre Bénin commun restera éternellement notre maison commune. Nos divergences ou insatisfactions, d'étant présents, ne doivent en aucun cas compromettre l'intégrité de la nation et son avenir. Les élus, mal aimés d'aujourd'hui, passeront. Et ceux de demain ne manqueront pas de corriger les erreurs commises et de remédier aux insuffisances. Que chaque citoyen béninois accepte donc de venir boucher de ses doigts les trous de la jarre trouée afin qu'elle abonde de richesses pour nos enfants et petits-enfants. C'est bien le symbole de ces lieux, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, pour ce qui restera, en ce qui concerne ma dernière apparition ici, à cette tribune, permettez-moi de vous exprimer à vos parlementaires de la 9e législature, à vos prédécesseurs des 8e et 7e législatures, ma profonde gratitude pour votre disponibilité permanente, votre amabilité, votre bienveillance, votre collaboration républicaine, correctrice et combien efficace, qui m'ont permis d'accomplir, durant ces 2 mandats, selon mes compétences, la charge, la noble mission que m'a chargé le peuple béninois, dont m'a chargé le peuple béninois, depuis donc bientôt 10 ans. Vous prenez encore une fois témoin, je voudrais exprimer à toutes les Béninoises et à tous les Béninois de l'intérieur et de l'extérieur, de tous les âges et de toutes conditions, ma reconnaissance infinie pour l'honneur et la confiance qu'ils m'ont fait en me confiant durant 2 mandats successifs le destin, la direction de notre beau et grand pays. Je veux leur dire que j'ai pris et gardé tout le long des 2 mandats la mesure de leur attente, que j'ai donné le meilleur de moi-même, jour et nuit, avec bonne foi et abnégation, pour être à la hauteur de leur confiance. Je veux leur dire aussi que j'ai le regret de ne pas avoir tout réussi. Mais je veux, et surtout davantage leur dire, alors que la fin de ma mission est toute proche, que j'ai la certitude qu'ensemble, nous avons accompli de grandes choses, dont certaines nous paraissaient même impossibles. Je veux enfin leur dire que surtout, notre état d'esprit a considérablement changé. Que désormais, plus rien ne nous est impossible. Que le Bénin a véritablement et définitivement trouvé son chemin pour se développer enfin et offrir peu à peu à chacun le bien-être légitimement attendu et qui est de plus en plus espéré, mais qui est désormais à notre portée. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, bientôt, de nouveaux conseils communaux prendront le relais dans nos communes. Une nouvelle législature succédera à la présente, ici, à Porto Novo. Un nouveau président de la République prendra la règne du Bénin. Tous ces changements qui s'annoncent matérialisent la dynamique de la vie.
et sont le symbole du renouvellement inéluctable, gage d'espérance et de progrès. Les élections générales, qui à cet effet se préparent, seront paisibles et sereines, parce que chacun, quelle que soit son appréciation et son appartenance, aura compris que le seul véritable enjeu, c'est le Bénin. Mesdames et messieurs, vous avez compris que l'émotion m'a étreint. Il est difficile de se quitter quand on s'aime. Mais la grandeur de l'âme, le devoir, l'amour requiert qu'il faut savoir se quitter, savoir se dire au revoir pour laisser la place à d'autres. Je voudrais vous souhaiter à vous, à tout le monde, que bientôt, ceux qui viendront ici ou celui qui viendra ici à ma place, vous entretenir sur l'état de la nation, vous donne le sentiment que les choses s'améliorent, que le Bénin continue son chemin et que le meilleur va se goûter de plus en plus par les uns les autres. Je voudrais que dans la rue de Cotonou, chez moi, ou dans un café, dans un bar, ou chez des amis, en regardant le prochain faire son discours de l'état de la nation, je voudrais constater que dans tel ou tel domaine, les choses ont avancé, sont allées encore beaucoup plus loin que ce que nous avons fait ensemble. Je voudrais que l'âme du Bénin y veille. J'ai confiance. Et je vous invite à avoir autant confiance en notre destin commun, en notre capacité de développement, d'abnégation, d'effort. Et je prie le ciel de nous exaucer. Merci. Alors, là, on vient d'écouter quelques extraits du discours de Patrice Talon devant les députés aujourd'hui à Porto Novo. Le discours dans lequel il annonce, il avait déjà dit plusieurs fois, il annonce officiellement que dans 4 mois, il quitte le pouvoir et qu'il a le sentiment du devoir accompli, qu'il a fait de bonnes choses, des choses aussi qui n'étaient pas assez bonnes, mais qu'il revient au prochain président de corriger les erreurs, s'il y en a, et de faire avancer le pays. C'est tout ce qui est bon dans la démocratie. La démocratie, c'est un modèle perfectible. Il n'y a jamais de modèle parfait. Alors, nous parlons au Ghana, par exemple, le Ghana qui est un modèle. Il y a actuellement un débat au Ghana sur un projet de faire passer le mandat présidentiel de 4 ans en 5 ans. Ça suscite des débats dans le pays, mais c'est un débat. C'est aussi la démocratie. Peut-être que ceux qui ont constaté que 4 ans n'était pas assez suffisant pour que le président travaille veulent faire passer le mandat à 5 ans. Peut-être ceux qui, demain, seront à la tête du pouvoir au Bénin estimeront que 7 ans c'est trop, ils vont le ramener à 5 ans. Mais toujours est-il que tout ça se fait dans l'apaisement pour que le pays puisse avancer. Et donc aujourd'hui, Talon le dit ouvertement, c'est son dernier discours devant les députés. Dans 4 mois, il n'est plus président du Bénin. Et je pense que c'est un message qui fait même baisser les tensions dans le pays. C'est un message qui fait que des gens vont se dire, enfin, même si on n'aime pas sa tête, il s'en va quand même. On aura la possibilité de choisir peut-être un nouveau président, mais toujours est-il que lui ne sera plus là. Rien ne prouve que le prochain président, il fera ce que le président est en train de faire. On a vu par exemple en Angola, les Dos Santos ont confié le pouvoir à un proche, mais dès qu'il est arrivé, il a vu que les Dos Santos ont tellement abusé du pouvoir, de la richesse nationale, il a arrêté pas mal de fidèles de Dos Santos. On a vu aussi en Mauritanie. Donc, c'est ça la dynamique de la démocratie, hein, corriger les erreurs en avançant. Ce n'est pas un modèle parfait, mais c'est un modèle perfectible. Aux États-Unis, qui ont 200 ans d'histoire de démocratie, on voit ce qui est en train de se passer avec Donald Trump. Tous les jours, il remet en cause des acquis que d'autres personnes demain, lorsqu'ils seront au pouvoir, vont ramener à leur place initiale. Donc, voilà. Et ça, ce discours, vous ne l'entendez pas du côté du voisin, de l'autre voisin, qui lui dit clairement que c'est papa qui lui a laissé le pouvoir, qu'il n'en est pas question de s'en débarrasser. C'est ça les deux mondes dans lesquels nous sommes. Hein. D'un côté, il y a quelqu'un qui vient de faire 2 mandats, il dit officiellement je m'en vais. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui fait 20 ans et qui vous dit c'est mon père qui m'a donné le pouvoir et notre papa nous a dit de ne jamais laisser ce pouvoir-là, alors qu'il ne faut rien avec ce pouvoir. Voilà. Donc j'ai voulu vous faire passer ce discours-là pour ceux qui ne l'ont pas suivi, pour avoir des éléments d'appréciation de ce qui se passe dans les deux pays. Et donc, du Bénin, on va aller au Ghana. Au Ghana, où je vous disais tantôt que il y a un débat aussi au Ghana pour toucher la Constitution, pas pour sauter un 3e mandat, pas pour un 3e mandat, mais pour allonger le mandat présidentiel de 4 à 5 ans. Donc il y a ce débat actuellement au Parlement ghanéen. C'est un projet qui a été introduit par des députés, je pense, de NTC. Et actuellement, c'est un peu chaud au Ghana avec un débat. Certains ont commencé déjà par faire des spéculations en disant John Mahama veut avoir un 3e mandat parce qu'il avait fait un 1er mandat, il est parti, il est revenu. Et lui, il a tenu à recadrer les gens en disant non, il n'est pas question d'avoir un 3e mandat. Mais on ne sait jamais, les politiciens, une fois qu'ils sont à faire, l'appétit venant, ils ont envie encore de manger plus. Donc il y a ce débat actuellement au Ghana de modifier la Constitution et de faire passer le mandat présidentiel de 4 à 5 ans. Mais du côté de l'opposition, les gens pensent que c'est une manœuvre pour que John Mahama puisse réclamer un 3e mandat. On va suivre ça de très près. Il faut quand même suivre l'actualité pour avoir des éléments d'analyse. Des éléments d'analyse et de comparaison de ce qui se passe dans la région. Mais ce n'est pas de cela que je vais parler tout à l'heure, c'est beaucoup plus de la modernisation du port de Tema. Je vous avais parlé des voisins qui sont en train de moderniser les infrastructures portuaires. Et au Ghana, le président, dans un discours qu'il a eu à tenir cette semaine, a dit clairement qu'au niveau de Tema, ils font tellement de réformes. Ils ont construit des infrastructures, il y a les rails qui ont été réhabilités, il y a les routes qui ont été réhabilitées, il y a la zone portuaire qui est en pleine modernisation. Et là, maintenant, ils veulent utiliser l'intelligence artificielle pour traiter les conteneurs. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans ce discours en anglais pour ceux qui comprennent facilement la langue de Shakespeare. Merci. The AI algorithm that this port uses was developed by young Ghanaians.
And so this port is an AI port. Algorithms show it how to manage the containers and make everything predictable so that work goes on faster. And so the AI algorithm that is being used at the port was developed by some of our young people from the University of Ghana, Legon. And again, it was Samara who brought them together and gave them the challenge whether they could develop that algorithm. So several of those youth who developed the algorithm are working in this port, running the algorithm and operating it. So once again, I want to say a big thank you. Alors, la technique va nous passer une deuxième fois ce message. En fait, le président ghanéen était en train de former l'opinion que des jeunes étudiants ghanéens de l'université de Legon ont développé des algorithmes, donc l'intelligence artificielle, pour pouvoir manager les conteneurs, c'est-à-dire traiter les conteneurs au port de Tema. Et c'est une œuvre des jeunes étudiants ghanéens de l'université de Legon. Donc, on serait aussi très heureux qu'au niveau de l'université de Lomé, des jeunes, des étudiants puissent avoir des moyens de travailler des algorithmes pour créer l'intelligence artificielle, pour pouvoir gérer, par exemple, les flux à l'aéroport, les conteneurs au port. Si les jeunes ghanéens arrivent à réussir, pourquoi pas les jeunes togolais? Ça veut dire que les jeunes ghanéens, on met les moyens à leur disposition pour faire ce travail-là. On va réécouter le président ghanéen et il précise que c'est une œuvre des jeunes ghanéens qui sont de l'université de Legon. The AI algorithm that this port uses was developed by young Ghanaians. And so this port is an AI port. Algorithms show it how to manage the containers and make everything predictable so that work goes on faster. And so the AI algorithm that is being used at the port was developed by some of our young people from the University of Ghana, Legon. And again, it was Samara who brought them together and gave them the challenge whether they could develop that algorithm. So several of those youth who developed the algorithm are working in this port, running the algorithm and operating it. So once again, I want to say a big thank you. Et donc, il nous dit que plusieurs de ces jeunes travaillent au port et assurent la gestion à travers ces algorithmes qu'ils ont inventés eux-mêmes. Alors, chez nous, les étudiants n'ont même pas de stage au port. Les étudiants à Lomé qui sont dans des secteurs les plus, je ne sais pas quoi, n'ont même pas de stage au port autonome de Lomé. Et il n'y a pas un moment où tu entends qu'au bout de chaque année, il y a au moins 200 étudiants, parce que le port autonome de Lomé, c'est un port qui traite beaucoup de conteneurs. Au moins 50, 100, 150 étudiants triés sur le volet. Chaque année, on oblige le port à donner des stages payants, pas gratuits, des stages payants, au moins à 150 jeunes qui arrivent dans la zone portuaire, qu'on essaie de partager dans tous les secteurs, manutention, je ne sais pas comment on appelle ça, traitement des conteneurs, transit, consignation, que tous ces étudiants se familiarisent avec le monde portuaire et qu'au bout de leur stage de 1 ou 2 mois de vacances, on peut leur donner 100 000 francs par mois et avec les 100 000 francs à la rentrée, ils puissent acheter, je ne sais pas, un ordinateur, je ne sais pas quoi, qu'on leur offre un ordinateur et tout ça. C'est comme ça qu'on réfléchit, on fait avancer des pays. Au Togo, où nous avons la chance d'avoir un port en eau profonde, c'est totalement difficile pour les étudiants togolais d'aller trouver ne serait-ce qu'un simple stage au port autonome de Lomé, d'apprendre sur le terrain, de matérialiser leurs connaissances, ça n'existe pas. Donc, il n'y a même pas de vision. Il n'y a même pas de vision. Voilà au Ghana, à l'université de Legon, les étudiants qui créent des algorithmes pour la gestion des conteneurs. Pendant ce temps, au Togo, les étudiants qui sont à l'université, on les utilise pour faire des renseignements. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les étudiants qui s'utilisent sur les plateformes pour faire des captures d'écran. C'est eux qui sont dans les lives pour repérer parfois les enseignants, leurs amis qui sont dans les lives, qui font des commentaires, ils envoient ça aux renseignements pour qu'on arrête les gens. C'est beaucoup plus les étudiants qu'on utilise aujourd'hui. On les paye 5 000, 10 000, on leur envoie un peu de crédit, un peu de connexion pour pouvoir espionner leurs professeurs, leurs amis dans les lives à l'université, signaler tous ceux qui veulent s'organiser pour protester contre le régime pour qu'on vienne les arrêter. Ailleurs, les étudiants sont utilisés pour faire avancer le pays. On leur donne des outils de recherche, on leur permet d'aller faire des stages, de commencer par choisir le monde dans lequel ils veulent travailler, de matérialiser leur projet. Si tu es ingénieur, on t'envoie dans des instituts d'ingénieurs. Si tu veux travailler dans le droit maritime, si tu veux être juriste dans le droit maritime, on t'envoie au port. Si tu fais dans la gestion économique, on t'envoie au port. Si tu es dans le transit, on t'envoie au port. Et ailleurs, c'est comme ça qu'on travaille les étudiants à choisir leur projet de vie. Mais chez nous, les étudiants sont utilisés pour espionner leurs professeurs, espionner leurs amis. Ils sont utilisés pour être dans les lives chaque jour, pour faire des captures d'écran, envoyer au renseignement, et puis après, on vient arrêter les gens à la maison. Et un pays comme ça ne peut jamais avancer. Un pays comme ça ne peut jamais progresser. C'est un pays qui a choisi de stagner dans la médiocrité, de stagner dans les antivaleurs. Et voilà pourquoi les autres évoluent pendant que nous ne continuons pas à reculer. Voilà cette deux vidéos que j'ai voulu vous passer. Et je vous passe une troisième vidéo sur comment les dictatures, les régimes autoritaires arrivent à maintenir les peuples dans la pauvreté, histoire de les exploiter après. Vous avez tous lu La servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, vous avez lu aussi certainement Machiavel, et ce sont des ouvrages qui inspirent généralement les pouvoirs autoritaires, surtout Machiavel, le prince. Ils en livrent énormément, ils ont des conseillers qui en lisent et qui leur extraient les méthodes pour pouvoir maintenir les populations sous domination. Suivons cette vidéo ensemble. Et c'est lié à cette histoire de novicie de ces jours-ci. Gardez le peuple pauvre et préoccupé. Un corps épuisé n'a plus la force de se rebeller. Un homme affamé rêve seulement de pain, jamais de détrôner les princes. L'ouvrier surmené réclame du sommeil, pas de la justice. Donnez-leur juste assez pour survivre.
jamais assez pour s'élever, et ils resteront dociles, reconnaissants pour quelques miettes. La prospérité est un poison pour le pouvoir. Les ventres pleins deviennent oisifs, et l'oisiveté fait naître les questions. La sécurité appelle des revendications. Le loisir forge des complots. Les citoyens à l'aise commencent par demander « Pourquoi est-ce que je me courbe ?» Puis un jour, ils refusent de se courber du tout. Machiavel l'avait compris. La misère impose l'obéissance. L'abondance éveille la défiance. Les affamés obéissent. Les rassasiés s'organisent. Gardez les fatigués, affamés, occupés sur le fil du rasoir, et vous les garderez gérables. Offrez-leur le confort, et vous façonnez les mains qui finiront par vous renverser. Si vous voulez comprendre ces dynamiques de pouvoir, voir clair dans les jeux d'influence et reprendre le contrôle de votre esprit, lisez L'Esprit inébranlable. Le lien est dans ma bio. Alors, il faut rejouer ça une deuxième fois. Merci. Gardez le peuple pauvre et préoccupé. Un corps épuisé n'a plus la force de se rebeller. Un homme affamé rêve seulement de pain, jamais de détrôner les princes. L'ouvrier surmené réclame du sommeil, pas de la justice. Donnez-leur juste assez pour survivre, jamais assez pour s'élever, et ils resteront dociles, reconnaissants pour quelques miettes. La prospérité est un poison pour le pouvoir. Les ventres pleins deviennent oisifs, et l'oisiveté fait naître les questions. La sécurité appelle des revendications. Le loisir forge des complots. Les citoyens à l'aise commencent par demander « Pourquoi est-ce que je me courbe ?» Puis un jour, ils refusent de se courber du tout. Machiavel l'avait compris. La misère impose l'obéissance. L'abondance éveille la défiance. Les affamés obéissent. Les rassasiés s'organisent. Gardez les fatigués, affamés, occupés sur le fil du rasoir, et vous les garderez gérables. Offrez-leur le confort, et vous façonnez les mains qui finiront par vous renverser. Si vous voulez comprendre ces dynamiques de pouvoir, voir clair dans les jeux d'influence et reprendre le contrôle de votre esprit, lisez L'Esprit inébranlable. Le lien est dans ma bio. Voilà. Alors, j'ai eu plusieurs fois à développer dans mes lives que c'est la classe moyenne qui est souvent exigeante. C'est elle qui demande des comptes au gouvernement. Parce que la classe moyenne, c'est elle qui se préoccupe c'est elle qui a les outils pour demander rapidement les comptes au gouvernement parce que ses intérêts sont en jeu. Dans les pays où il n'y a pas de classe moyenne, c'est très compliqué. Et le pouvoir au Togo fait en sorte qu'il n'y ait pas de classe moyenne. Vous allez voir qu'au Bénin, il y a de plus en plus un embryon de classe moyenne qui émerge. Au Ghana, et la classe moyenne a déjà émergé, et c'est la classe moyenne qui se préoccupe rapidement des infrastructures, du cadre de vie, de la santé. C'est la classe moyenne, parce qu'une fois que les gens ont un peu de moyens, ils ont des revendications. Ils se demandent pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. Donc, au Bénin, par exemple, de plus en plus, il y a une classe moyenne qui émerge, et donc c'est elle qui consomme. Vous voyez, les riches ne consomment pas. Les riches, en général, quand les vrais riches, pas les parvenus, les vrais riches, ce qu'on appelle les riches, c'est pas ceux qui ont escamoté l'ascenseur social, les vrais riches, vous allez le voir, un riche, il achète une montre Rolex pour peut-être toute la vie, ou il achète une chaussure très chère pour toute la vie, ou deux vestes pour la vie. Mais la classe moyenne, elle consomme régulièrement. Quand il y a un iPhone 17 qui sort, il achète. La prochaine fois qu'il y a un iPhone 18, il achète. La prochaine fois qu'il y a un iPhone 19, il achète. Et la prochaine fois qu'il y a un modèle de voiture, il achète. Ça, c'est la classe moyenne. Les riches, il va acheter une Porsche Panamera qu'il garde comme collection pour c'est un investissement. Mais la classe moyenne, c'est elle qui achète régulièrement, c'est elle qui consomme. Et donc, les dictatures, les régimes autoritaires ont compris que quand vous faites émerger la classe moyenne, elle est exigeante. Et donc, c'est pour ça qu'au Togo, on maintient tout le monde dans la pauvreté. Donc, l'écart entre la minorité qui est la minorité de parvenus, parce que ce ne sont pas des riches, ceux qui ont l'argent au Togo, c'est des parvenus. Ce ne pas des gens qui ont travaillé à la force de leurs bras, qui ont créé des entreprises pour devenir des millionnaires ou des milliardaires. C'est des gens qui ont volé l'argent public et qui sont devenus riches. Donc, c'est des parvenus, c'est des voleurs de la République, c'est des prévaricateurs. Et au milieu, il n'y a pratiquement pas de classe moyenne. Et au bas de l'échelle, il y a la majorité qui croupit dans la misère. C'est ce qu'il a expliqué dans cette vidéo, faisant écho au livre de Machiavel, Le Prince, que les dictateurs mettent régulièrement en marche pour écraser les peuples. Donc, vous comprenez l'esprit dans lequel cet argent de novici a été distribué juste pour, à un moment donné, étancher la soif du peuple qu'on a réduit à la misère totale. Quand vous prenez aujourd'hui les Togolais, vous allez voir que ceux qui ont un peu d'argent au Togo, ceux qui ont un peu d'argent, je ne parle pas des voleurs qui sont au sommet, ceux qui estiment avoir un peu d'argent, c'est des gens, quand vous les voyez, vous posez la question, quand vous les comparez aux autres pays, c'est des pauvres. Ceux qui disent au Togo qu'ils ont un peu d'argent, quand vous les comparez à la classe moyenne au Ghana, c'est des pauvres, pratiquement des pauvres. Ce pas des gens qui peuvent acheter une voiture maison, c'est des gens qui vont acheter une voiture occasion or, peut-être un peu plus propre qu'une autre voiture, mais qui disent que j'ai acheté le dernier modèle de Santa Fe, j'ai acheté le dernier modèle de 4x4, je ne sais pas quoi. Alors que vous allez au Ghana, celui qui est dans la classe moyenne, il achète une Range Rover maison. Il achète une BM maison, il achète je ne sais pas quoi maison. Le week-end, lui et toute sa famille, ils sont à l'hôtel le week-end parce qu'ils ont de l'argent pour aller à l'hôtel tout le week-end. Et donc les hôtels font aussi de la promotion, on réduit les coûts pour que la classe moyenne vienne consommer. Mais au Togo, celui qui est moyennement riche, il achète une voiture d'occasion. C'est les voleurs qui sont au sommet, donc la minorité, qui vont acheter à Sifao et auprès de certains concessionnaires. Donc quand on est dans ces situations-là, c'est de plus en plus compliqué. Et donc il faut continuer par sensibiliser, parler aux Togolais, leur montrer à la figure le drame qu'ils vivent, les dangers de leur apathie, les dangers de leur silence, les dangers de la léthargie dans laquelle ils se sont enfermés, pour enfin fouetter leur ego pour que ce peuple-là se réveille. Et donc, cette capsule que je viens de montrer est suffisante pour comprendre les enjeux. Si vous allez un peu au Bénin ces derniers temps et vous allez au Ghana ces derniers temps, vous allez voir que cette classe moyenne, c'est elle qui est dans les cités.
C'est elle qui est dans les logements, pas les logements sociaux, mais les logements bon, qu'on considère pour la classe aisée. C'est cette classe moyenne qui se trouve dans ces logements-là, qui constitue un cadre de vie assez sain, amélioré, avec toutes les commodités pour les gens qui ont émergé dans la société. Espérons qu'un jour, les Togolais en arrivent à ce niveau pour tirer la majorité qui est encore dans la pauvreté vers le haut, pour que le pays puisse amorcer un développement plus ou moins acceptable. Alors, ceci étant, je vais rentrer dans le vif du sujet, sur pourquoi je fais ce live-là, parce que généralement, nous voyons des choses, mais nous n'en parlons pas souvent. Nous avons des éléments dans nos mains que nous n'utilisons pas suffisamment pour parler au peuple togolais, pour mobiliser le peuple togolais. Je ne sais pas combien d'émissions j'ai eu à faire sur les phosphates. Je ne sais pas combien d'articles j'ai eu à écrire sur les phosphates. Je ne sais pas combien d'enquêtes je n'ai pas eu à faire sur les phosphates. Je suis allé dans toutes ces zones-là, partout où il y a eu des problèmes, pour regarder de très près comment est-ce que les localités dans lesquelles on exploite les phosphates depuis 1962, ou c'est pas 1952, ou c'est pas, ont été totalement détruites. Et que des gens se sont enrichis, certaines personnes sont devenues milliardaires, pendant que la zone dans laquelle on exploite ce minerai depuis 62 ans ou 65 ans est une des zones les plus pauvres du Togo. Pas d'école, pas d'infrastructure, pas d'hôpitaux, pas de routes, je sais pas, il n'y a absolument rien. Et ça, quand j'en parle, ça ne semble pas préoccuper les Togolais. Alors que les phosphates, c'est une richesse qui épuise, qui est épuisante. Toutes les richesses minières sont appelées à être épuisées. Les richesses minières ne sont pas éternelles. Seuls les hommes, et de par leur intelligence, sont éternels. Je ne dis pas l'homme en tant qu'être humain, l'homme en tant qu'être réfléchissant, donc capable d'inventer la technologie, c'est eux seuls qui sont éternels. Mais les mines sont passagères. Les mines sont passagères. Tout ce qui relève des ressources minières sont épuisantes, sont des ressources épuisantes. Donc, et si vous continuez par laisser les gens exploiter les richesses sans leur demander des comptes, mais il arrivera des moments où vous n'aurez plus rien au sol. Aujourd'hui, le phosphate clair qui est exploité depuis 60 ans, ils sont à 5 ans de la fin des carrières. Dans 5 ans, les carrières qui sont arrivées vers Diablé, et celle qui est à Pogam, mais on ne sait pas quoi, c'est terminé, il n'y a plus de phosphate. Pendant les 60 ans d'exploitation, l'argent tiré de ce minerai a profité à qui? Qui sont ceux qui se sont enrichis à travers ce minerai? D'abord, les Alignassimé. Et donc, Fort continue de s'enrichir à travers l'exploitation des phosphates. Il donne beaucoup aux Israéliens qui assurent sa sécurité. Il y a eu Ogamo Bagnan, qui a été à la fois, il a cumulé l'OTP et puis l'OPAT, qui est devenu multimilliardaire jusqu'à sa mort. Il y a eu Bari Moussa Barké. Voilà les gens qui se sont enrichis dans les phosphates, dans l'exploitation des phosphates. Il y a Maurice Assor. Les jeunes, je ne sais pas si vous connaissez Maurice Assor. Maurice Assor jouait auprès de Yadema le rôle que la famille Ederi joue aujourd'hui auprès de Fort. Maurice Assor était un conseiller économique de Yadema. Donc Maurice Assor, vous avez Pali Tchala, milliardaire. Ils ont même des appartements en Europe dans lesquels personne n'habite. Milliardaires. Ce ne sont pas des gens qui ont eu de l'héritage de leurs parents. C'est des gens qui ont eu des parents agriculteurs, ils sont milliardaires en gérant les phosphates. Parlou Patassé, qui est décédé la dernière fois, milliardaire ou multimillionnaire. Et vous avez eu d'autres personnes qui sont passées après, les Chaltakou, les Manganawe, Kézié, Michel Kézié. Il fait 17 ans de directeur de SNPT. Vous imaginez ça? 17 ans de directeur. 17 ans de directeur. Et pendant toutes ces années d'exploitation des phosphates, on n'a pas géré ce minerai comme s'il était un patrimoine national. On a géré ce minerai comme s'il était un patrimoine de clan. Pourquoi il n'y a que les gens d'un même clan qui sont toujours directeurs? Pourquoi quelqu'un de Palimé ne serait pas directeur de la SNPT? Pourquoi quelqu'un de Sokodé ne serait pas directeur de la SNPT? Pourquoi quelqu'un de Mango ne serait pas directeur de la SNPT? Pourquoi quelqu'un de Vougan, le site sur lequel on exploite le phosphate, ne serait pas directeur de la SNPT? Pourquoi quelqu'un d'Anéron ne serait pas directeur de la SNPT? Pourquoi quelqu'un de Palimé ne serait pas directeur des phosphates? Ce sont les mêmes individus du même clan. Et là, vous avez quelqu'un qui fait 17 ans directeur de la SNPT. Ça fait déjà 5 ans qu'il est à la retraite, mais il est toujours maintenu à son poste parce que c'est lui qui veille sur les magouilles. Donc, ceux qui sont dans la zone d'exploitation de ce minerai-là, on n'engage ni leurs enfants, on ne leur construit pas des infrastructures, on détruit la nature, on les exproprie, on leur arrache les terres agricoles, on les déplace, on détruit leur patrimoine matériel et immatériel. Ils sont devenus des gens, des SDF dans le pays. On détruit l'environnement et on pollue l'eau, il y a des maladies partout. Et donc, les gens qui sont de ce milieu-là, ils ne bénéficient absolument rien de ce minerai-là. Et ce débat, je ne comprends pas pourquoi, au Togo, la société civile, les hommes politiques, et je ne sais pas qui, ne se saisissent pas de ce débat sur ce que Fort fait des phosphates au Togo depuis 20 ans. Ce que son père a fait des phosphates et ce que lui, il fait des phosphates depuis 20 ans. C'est un bien, c'est un minerai, c'est une richesse nationale. Il le donne à qui il veut, il ne rend compte à personne. Il ne vient pas pour dire aux Togolais, voilà cette année ce que les phosphates ont produit comme richesse. Alors je vous parle, aujourd'hui, ils ont déjà extrait plus de 1 500 000 tonnes. Peut-être dans 2 semaines, ils vont atteindre 1 600 000. Mais alors je vous parle, ils ont extrait 1 500 000 tonnes. Ils ont déjà dépassé 1 500 000 tonnes. Si vous prenez les 1 500 000 tonnes, vous faites fois $625. Si vous tapez le coût du phosphate tout à l'heure, sur ceux qui sont sur Google, vous pouvez regarder dans Google, vous allez voir le prix du phosphate à l'heure où je vous parle. C'est $625, donc autour de 500 et quelques euros. $625 la tonne, et vous faites le calcul des 1 500 000 tonnes qu'ils ont atteint déjà aujourd'hui, pour voir combien ils ont déjà engrangé comme recette, recettes. Et où vont ces sous?
Où vont ces sous? Un seul individu ne peut pas mettre la main sur des richesses qui appartiennent à tout un peuple, qui doivent profiter à tout un peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les gars qui sont à Dabaron, ils ont la chance d'être recrutés facilement à la SNPT? Les gars qui sont à Mango, ils ont la chance d'être recrutés facilement à la SNPT? Les gars qui sont, je sais pas, à Kara, ils ont la chance au même titre que les autres. Les gars qui sont à Sokoré, ceux qui sont, je sais pas, à Blita, Sotubois, à Takpame, est-ce qu'on considère les phosphates comme une richesse nationale et on recrute les Togolais de la même manière? Ou bien les gens en ont fait une entreprise d'un clan, ils recrutent leurs frères, leurs camarades, leurs amis? Est-ce que le Togolais de Dani, le Togolais de Vaughan, le Togolais d'Anéron, le Togolais de, je sais pas, Agomeblouzou, le Togolais de je ne sais où, a les mêmes chances d'être recruté à la SNPT s'il a les compétences comme les Togolais du clan qui gère aujourd'hui les phosphates? Parce que c'est un bien national, c'est une richesse nationale. Certains ne peuvent pas en faire leur propriété privée, ils utilisent ça comme ils veulent, ils gèrent ça comme ils veulent, ils ne rendent compte à personne. Je répète, à l'heure où je vous parle, il y a 1 500 000 tonnes qui ont été déjà extraits cette année. Au bout de 2 semaines, il reste combien? Il ne reste pas 2 semaines, il reste 8 jours pour la fin de l'année. Au bout de 8 jours, peut-être ils vont atteindre 1 550 000 tonnes. Multipliez ça par $625 la tonne. Si vous allez sur Internet tout à l'heure, vous allez voir le prix de la tonne du phosphate. C'est $625. Vous avez en CFA combien ils ont vendu. Et cet argent passe où? Quelqu'un dit 561 milliards de francs CFA. Quelqu'un fait le calcul. Merci. 561 milliards de francs CFA. Cet argent, on ne le trouve pas. On ne trouve ni les traces dans le budget de l'État, ni dans la loi de finances. On ne développe pas la région. Rien dans la région. Supposons qu'on fixe une règle de nomination des directeurs à la tête des institutions. Je pense qu'au Ghana, ils ont décidé que les directeurs à la tête des sociétés d'État, c'est 50-50. Supposons que au Togo, on instaure une règle comme ça, que société d'État, c'est 50 directeurs. Vous êtes à l'OTR, c'est 50, non renouvelable. Puisque en Afrique, c'est quand on a un directeur qu'on vole. Donc, on part du postulat qu'on veut permettre à tout le monde d'avoir un peu d'argent et donc de voler. Donc, on veut démocratiser le vol pour permettre à tout le monde de voler. Donc, si on dit 5 ans à la tête de la société, mais au moins, à tour de rôle, celui qui a d'apparence, il sait que dans 5 ans, je peux être directeur de la CNPT. Remplaçant le précédent. Celui qui a Mango peut postuler. Celui qui a dans une autre région peut postuler. Ou même, on le fait de façon régionale. Donc, 5 ans, un gars de Savane, il est directeur. 5 ans, un gars de la région de Kara, il est directeur. 5 ans, un gars de la région centrale, il est directeur. 5 ans, un gars de la région des Plateaux. 5 ans, un gars de la région maritime. On ne peut pas accepter qu'un seul individu soit directeur pendant 17 ans de la Société nationale des phosphates. 17 ans. Et même à sa retraite, on continue de le maintenir. Et ça ne choque personne, ça ne dit rien à personne. Et vous nous parlez de nation, vous nous parlez d'un pays que vous êtes en train de construire. Une nation, c'est l'ensemble des citoyens qui profitent de la richesse de cette nation-là. C'est l'ensemble de la communauté, c'est l'ensemble des composants qui profitent de la richesse de ce pays. Parce que, pourquoi j'ai introduit le sujet comme ça? Parce que je vais en arriver tout à l'heure dans la prédation, dans l'expropriation des terres, et le drame que cela suppose. On va rentrer dans le fond tout à l'heure. Si chaque 5 ans, chacun, on trouve une entente au Togo, on dit chaque 5 ans, mais on remplace le directeur de la SNPT. Chaque 5 ans, on remplace le directeur du port autonome de Lomé. Chaque 5 ans, on remplace le directeur de l'OTR et qu'on se fixe une règle en disant, bon, chaque 5 ans, ça revient à une région. Et ça permet d'équilibrer les problèmes. Et donc, à ce moment-là, chacun sait que bon, c'est le tour de ceci, après c'est mon tour, après c'est mon tour, après c'est mon tour. Ça peut être une règle que le Togo peut adapter, plutôt que de laisser un seul individu pendant 17 ans, avec son clan, gérer une boîte. Et ça ne choque personne au Togo. Ça ne choque ni les acteurs politiques, ça ne choque ni les organisations de la société civile, ça ne choque pas les églises, ça ne choque pas les chefs traditionnels. Et donc, il y a toute une richesse du pays qui est en train de s'évaporer. On ne rend compte à personne. Mais on détruit la nature, on appauvrit les gens, on arrache les terres des gens, on détruit même les cimetières. Parce qu'on veut creuser le phosphate. Et personne ne se préoccupe de cette histoire-là. On pollue la mer, on pollue le lac. Les gens ont des problèmes d'yeux, à peine mais partout. Et personne ne dit rien. Alors, aujourd'hui, je voudrais entretenir nos compatriotes sur ce sujet-là. Au-delà des phosphates, les autres richesses aussi qui sont en train d'être exploitées. Le clinker, le marbre, le manganèse, un peu partout on exploite les choses. Et qu'on les exploite au détriment des fils du pays, au détriment des gens même qui doivent en bénéficier. C'est pas normal. Alors, technique, il faut passer le communiqué du ministère. Alors, voilà, depuis quelques jours, le communiqué que le ministre de l'administration territoriale a adressé au préfet de Vaud et de Sion. Vous l'avez certainement lu, je le partage avec vous en direct. Des campagnes de recherche géologique et minière menées par le ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières ont permis de découvrir des gisements de phosphate carbonaté dans les communes de Vaud 1, Vaud 3, Vaud 4, Sion 1. La zone concernée est délimitée par les coordonnées UTM annexées à la présente note. Afin d'assurer la protection et la valorisation de cette ressource nationale, je vous demande d'instruire les maires des communes concernées de suspendre l'octroi des permis de construire dans les limites de la zone concernée par les gisements de phosphate carbonaté et de sensibiliser les populations à cet effet. Signé le ministre Amate Otabalo. Alors, sur la forme, avant de rentrer dans le fond, sur la forme, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi ce ministre est toujours dans les affaires de terrain? Quand on parle d'indemnisation, on voit toujours Awaté. Quand on parle de ci, on voit toujours Awaté. Quand on parle de ça, on voit toujours Awaté. En principe, s'il devait même avoir un communiqué, ce communiqué ne devait être co-signé avec le ministère des Mines. Ce n'est pas un communiqué qui devait être mis sur la place publique par le ministère de l'administration territoriale.
chacun dans son domaine de compétence. C'est le ministre des Mines et de l'Énergie qui devait informer d'abord le peuple que voilà. Et après, s'il y a un processus d'expropriation ou de prise de contrôle de la zone sur laquelle il y a les mines, ils peuvent faire leur démarche. Il n'y a pas eu de communication devant l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu d'information officielle, on serait communiqué, et puis on demande au maire d'arrêter, de stopper les permis de construire, et donc de chasser les gens. Le même Amaté, on le retrouve dans les expropriations de Dalavé. Il était préfet à Mango. Et il a fait des dégâts là-bas, Mango, pendant longtemps. Il a brûlé les gens, il a réprimé les gens dans le sang, il a participé à des exactions. Et il a eu à dire, quand il était à Mango, voilà des gens qui sont ministres et qui doivent œuvrer pour l'unité nationale. Quand les gens de Mango se sont soulevés, je pense que c'était en 2017 ou avant 2017, il leur disait, parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont venus de la Côte d'Ivoire par le processus naturel de la migration, il leur a demandé si quand les Baoulés venaient de la Côte d'Ivoire, s'ils ont amené des terres autour ici. Ça, c'est un préfet qui avait dit ça aux gens de Mango. Que quand ils venaient de la Côte d'Ivoire, ils avaient amené des terrains ici. Et c'est quelqu'un comme ça qui est ministre de l'administration territoriale. Quelqu'un qui a été reconnu dans l'armée comme ayant fait des crises de folie, a été interné, qu'il a même voulu bannir de l'armée. Il est aujourd'hui ministre de l'administration territoriale et c'est lui qui fait partie aujourd'hui, tout comme le SG de l'UNIR, de l'SE, de la branche la plus radicale du système au pouvoir. Je reviendrai sur ces deux-là plus tard. Et donc, voilà le communiqué qu'il a sorti. Et ils ont accompagné ce communiqué d'une carte qui est totalement floue, qui ne renseigne rien du tout. On va regarder la carte. La carte elle-même. Voilà la zone qu'ils ont délimitée sur la carte, qui est totalement floue. On ne voit pratiquement rien. Et voilà la carte qu'ils ont donnée. Mais moi, je vais vous donner une carte qui est encore plus claire pour qu'on essaie de voir ensemble la délimitation de cette zone-là. La technique, on peut passer l'autre carte. Une carte plus claire. Voilà la carte qui est plus claire. Je vais vous donner les dimensions. Donc, vous allez voir que sur cette carte que je suis en train de montrer là, il y a... technique, tu peux m'enlever de l'écran et laisser la carte seule. Voilà. Si vous voyez cette carte que je vous montre là, il y a deux sites. Un premier site qui est plus petit et un second site qui est plus grand. Et je vais vous donner les dimensions de ces sites-là pour que vous ayez la surface des terrains qu'ils veulent arracher aux populations. Donc, le site qui est à l'ouest, quand vous regardez très bien, elle part de Djagblé. Et il part de Djagblé, ça commence par Djagblé. Le site qui est à l'ouest, ça part de Djagblé quand vous voyez sur la carte, et ça va jusqu'à Pogamé. Vous voyez là où c'est en rouge là, sur la première carte. Et la surface fait 6690 hectares. 6690 hectares, à peu près 67 km². Donc, ça c'est le premier. La première bande, le jaune rouge là, ça part de Djagblé, ça va à Pogamé. Donc ça fait 6690 hectares. 6690 hectares, ça fait 67 km². Le deuxième site qui est beaucoup plus à l'est, le premier site est à l'ouest, le deuxième site qui est beaucoup plus à l'ouest est plus grand. Il part de Tidémé jusqu'à Mégran. Ça fait 8855 hectares, disons 89 km². Donc 8855 hectares, disons 89 km². Voilà tout ce qu'ils veulent arracher aux populations. Après avoir détruit les zones de Hautoué, d'Abobo, de Tabati et tout ça, maintenant, ils vont dans cette zone-là pour dégager tous ces gens-là et commencer par exploiter leur phosphate carbonaté qu'ils ont certainement déjà remis à un groupe de mafieux avec qui ils ont déjà fait des deals. Et cette histoire-là ne doit pas nous laisser indifférents. Pourquoi j'en parle? Pourquoi je vous montre les images? Chacun peut avoir la carte qu'on a colorée là, vous pouvez voir la carte et avoir les délimitations réelles et savoir tous les villages qui sont sur le point d'engloutir dans ce projet-là. Sachant qu'ils ont exploité d'autres sites pendant 60 ans, ils n'ont rien développé. Et là, ils vont arracher 70 km² aux gens, 80 km² aux gens. Donc, des villages entiers vont disparaître. Des gens vont perdre les terres de culture, les gens vont perdre leur richesse matérielle et immatérielle, leur patrimoine, ils vont détruire les cimetières et ils vont gérer ces minerais en clan. Ils vont nommer leurs copains, leurs copines et ils vont gérer ça. Quelqu'un va être directeur pendant 17 ans. Et les gens qui sont dans la localité ne profiteront rien. Je voudrais que dans ce débat-là, on interpelle des gens comme Maître Apévon, Jean Kissi, qui ont été des députés de cette localité-là. Comment est-ce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, vous pouvez rester silencieux, vous qui êtes des hommes politiques, par rapport au drame auquel on est en train de soumettre des gens qui sont dans vos circonscriptions électorales? Comment est-ce que vous pouvez vous taire? Comment est-ce que vous pouvez garder le silence par rapport à ce qui est en train de se passer dans ces localités où on est en train de détruire totalement les populations, de détruire l'environnement? Et plus loin, quand vous allez prendre cette carte-là, vous allez voir que plus loin, vous avez Tchekpo de Dekoué et vous avez Batopé. Donc, voilà, vous avez Batopé qui est un peu plus loin. Et à Batopé, vous savez qu'il y a un projet de construction de nouvel aéroport où le gouvernement est en train d'exproprier les autochtones de 3000 hectares. Ça engloutit presque 16 villages. À Batopé là-bas, dans la zone, vous allez voir, quand vous remontez un peu, vous allez voir Batopé en haut là-bas. Dans cette zone de Batopé, le gouvernement est en train de prendre 3000 hectares.
pour soi-disant créer un nouvel aéroport. Et donc, déposséder les populations de 3000 hectares. 3000 hectares. Plus les 8000 par ici, les 6000 par là, qui sont en train de prendre beaucoup plus dans la zone, beaucoup plus vers le sud. Comment est-ce que vous pouvez accepter des choses comme ça? Surtout que l'exploitation de ces richesses ne profite même pas aux populations de la zone. Ça n'enrichit que Fond Yacine, sa bande d'amis, ses copains, c'est ces mafieux qui le protègent. Comment est-ce que vous pouvez vous taire? Donc, moi, je fais ce live-là pour attirer votre attention. Nous, les Togolais, qu'il est temps que les gens se réveillent. Au lieu d'être là, à dire oui, je suis dans UNIR, j'applaudis UNIR, ils vont détruire vos localités un à un. Ils vont détruire vos villages un à un. Ils vont détruire vos patrimoines un à un. Sans rien construire en retour. Sans rien construire pour remplacer ce qu'ils ont détruit. Ils s'en foutent. Et donc, demain, moi je fais la politique, moi je ne fais pas la politique, on va vous arracher tous ces terrains-là. Les gens, je suis convaincu que cette bande que je vois là, la première bande, il y a l'ancien site d'exploitation qui est rentré un peu dedans. La nouvelle bande, elle est totalement nouvelle. La bande qui est la plus grande, elle est totalement nouvelle. Ils n'ont jamais exploité les phosphates là-bas. Et il y a eu un gros mensonge dans leur communiqué. J'ai demandé à la technique de me passer les captures d'écran de M. Slansky. Parce qu'ils ont dit dans le communiqué que ce sont les... Voilà. Ils ont dit dans leur communiqué, je vais revenir sur la carte tout à l'heure. Ils ont dit dans leur communiqué que c'est le ministère des mines de quoi qui a découvert ce gisement. Et ce qui est totalement faux. Et voilà, ils ont découvert ce gisement quand? Et ils ont communiqué ça quand? Voilà, ils ont dit les campagnes de recherche géologique et minière menées par le ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières ont permis de découvrir des gisements de phosphate carbonaté dans les communes de Wolf. Voilà un gros mensonge. Les phosphates au Togo, dans toute la zone méridionale, que ce soit au Togo et au Bénin, donc que la technique me passe les captures d'écran, vous pouvez aller faire vos propres recherches. Les phosphates au Togo, au Bénin, ont été découverts en 1952, 52-54, par Maurice Slansky. Maurice Slansky, c'est qui? C'est un géologue français, sédimentologue. Sa spécialité, c'est la sédimentologie. Donc, c'est un géologue, sédimentologue, qui a fait des études sur toute la côte, dans les deux pays, qui a découvert les minerais de phosphate au Togo et au Bénin. Il a ses recherches qui sont là. Vous tapez son nom, vous allez dans les archives de l'IRNR, si vous avez toute la documentation sur Maurice Slansky, celui qui a découvert les phosphates au Togo et au Bénin, et dans tout le Bas-Mono, dans toute cette zone-là, c'est lui qui a fait les recherches. Au Bénin, c'est parce que il n'y avait pas une concentration de phosphate, c'est pour ça que le Bénin ne se place pas. Sinon, toute la zone du Bas-Mono, c'est une zone de phosphate jusqu'à Lomé. Toute la ville de Lomé est sur les phosphates. Lomé, Kégué, tout ça là, et Atigou, tout ça, c'est sur les phosphates. C'est parce qu'ils ne peuvent pas déplacer les populations, qu'ils ne peuvent pas faire venir la carrière. Sinon, Kégué, tout ça, c'est les phosphates. Toute la ville de Lomé en grande partie est sur les phosphates jusqu'à Atigou, tout ça, vers les quartiers de Baie, tout ça, c'est les phosphates. Et donc, c'est Maurice Slansky qui a fait les recherches depuis les années 50 et qui a découvert les phosphates autant bien au Togo qu'au Bénin dans la zone du Mono. Et ces recherches sont là. Donc, le ministère des Mines, qui n'a même pas un appareil pour regarder le sol, n'a rien fait. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. Le ministère des Mines au Togo, qui n'a même pas un appareil de laboratoire pour percer le sol, n'a rien découvert. Tout ça, ça a été découvert depuis les années 50 par ce géologue, sédimentologue, dont les études sont là. Je vous donne le nom, vous faites vos recherches sans moi. Tapez Maurice Slansky, comme je le montre sur le site là, vous allez voir toutes ces recherches. Et vous voyez ici, il a fait les recherches dans le Zou, à Torfo, à Pomé, dans le Mono, Bopa, Lobogo, Bapodi, Plateau, Pobet, tout ça là, au Bénin. Partout, c'est lui qui a fait les études. Et au Togo aussi. Mais il s'est fait que dans l'étude du sol, on a vu qu'il y a plus de concentration du minerai au Togo qu'au Bénin. C'est pour ça que le Bénin ne l'exploite pas. Sinon, la terre de Atiémé et tout ça, il y a aussi du phosphate, mais en petite quantité dans leur sol. Donc, Maurice Slansky, vous pouvez retrouver ses études sur Internet. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Vous allez voir ses mémoires. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu jusqu'à dans les années 80 ou avant 80. Et c'est un très grand géologue sédimentologue qui a fait les recherches dans la région. Et donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ça, c'est par rapport à ce mensonge-là. Voilà ce que vous retrouvez sur les échantillons géochimiques prélevés des niveaux d'anomalies phosphatées qui ont été décelés au nord vers la zone du Mono, tout ça, et dans les zones du Bas Mono, tout ça. Après, vous glissez sur le Togo. Vous avez toutes ces études qui sont là, que vous pouvez lire. Il y a certaines de ces études, de ces livres qui sont payants, donc c'est crypté, mais c'est lui qui a fait les recherches. Voilà. Et donc, on continue. On revient sur la carte. Alors, quand on prend cette carte-là et qu'on voit toutes les terres qui vont être arrachées aux populations, sachant déjà que du côté de Haotui, je ne sais pas, citez-moi les villages qu'on a là, parce que tous les villages qui sont détruits par l'exploitation des phosphates aujourd'hui, vous avez les Abobokogere, les Djabré, tous ces villages-là qui sont là, qui ont été détruits par l'exploitation des phosphates, il n'y a pratiquement rien qui a été construit dans ces villages-là. On vient de faire d'Abati et tout ça. On vient de faire tout à l'heure le compte de l'année. Ils ont vendu déjà presque 1 500 000 tonnes. Quelqu'un a fait le calcul, on est à 562 milliards de francs CFA. Même si, chaque année, Fond Yacine décide de consacrer 10 milliards ou bien même 5 milliards pour faire les routes dans les deux préfectures, que ce soit Vougan
ou je ne sais pas quoi, Zio, au moins, ils vont améliorer le cadre de vie des gens, de donner des bourses aux étudiants, de donner je ne sais pas quoi, de donner des stages aux gens. Mais là-bas, aujourd'hui, aucun étudiant n'ira pas trouver du stage facilement. Les étudiants qui sont aujourd'hui en géologie au Togo, qui sont aussi en économie, je sais pas, en gestion, ils ne peuvent pas aller demain à Pébé et trouver un stage où chaque fin du mois, on leur paie au moins 150 000 francs. Et qu'à la fin de leur stage de 2 ou 3 mois, ils puissent s'acheter, comme je le dis, un ordinateur ou préparer leur rentrée. Comment est-ce qu'on peut accepter que des gens qui se disent patriotes, des gouvernants, puissent s'enrichir? Mais Faure Gnassingbé, il veut faire quoi avec l'argent? Vous faites quoi avec l'argent? Vous vendez le phosphate à 562 milliards par an. Vous sortez le coût de production, vous enlevez l'argent de je sais pas, le coût de la production, vous payez je ne sais pas quoi, le reste de l'argent, vous faites rentrer ça dans les caisses de l'État, vous dégagez une partie pour améliorer les cadres de vie. En Occident, en Europe, je ne sais pas où, dans les pays comme le Canada, en Australie, quand on trouve une richesse minière dans une zone, c'est une richesse. Les gens sont contents parce que les gens savent qu'on va créer des industries, on va améliorer le cadre de vie, on va améliorer l'électricité, on va faire des routes, la zone sera développée. Je parlais tout à l'heure des mêmes personnes, du même clan, qui sont toujours à la tête de la SNPT. Je me rappelle, il y a un baron qui a eu des soucis, quand il était en disgrâce, on était dans une discussion, il nous a dit qu'il ne comprend pas la gestion que ses propres amis, à l'époque il était en disgrâce, faisaient des richesses du pays, notamment des phosphates. Et il a dit ceci: si ces phosphates-là étaient exploités dans leur région, et qu'on ne fait rien pour la région, ils seraient déjà sortis avec les flèches. C'est ce que ce baron a dit. Que si c'était chez eux qu'on exploitait les phosphates et qu'on ne faisait rien pour eux, ils allaient déjà sortir les flèches pour attaquer les sites. C'est ce que ce baron a dit. C'est quand il était en disgrâce. Il est retourné aujourd'hui. Ça veut dire que les gens sont conscients que l'exploitation de ces minéraux-là ne profite pas aux gens qui sont de la localité. On a vu ce qu'ils ont fait à Banjoli avec le fer. Ils ont détruit tout l'environnement là-bas. Après, ils sont partis. Avec les étrangers. Quand le minerai s'est épuisé, je ne sais pas si c'est totalement épuisé, ils sont partis. Donc, on ne peut pas accepter que des gens perdent leur terre, ils perdent leur patrimoine, ils perdent leurs biens. Ils ne peuvent même plus cultiver. Ils n'ont plus de terre pour cultiver. Et en retour, on ne leur construit pas d'infrastructures. On n'améliore pas leur cadre de vie. On ne fait absolument rien pour eux. Alors, moi, au-delà de l'interpellation de tous les Togolais, parce qu'on exploite les mines partout. On exploite les mines jusqu'à Tapaon. Et que partout où on exploite les mines et qu'on ne fait rien dans ces régions-là, les gens doivent s'organiser pour dire nous ne sommes pas d'accord. Mais je voudrais interpeller particulièrement les gens qui sont dans le domaine politique et qui sont de Vaud et de Zion. J'ai doigté tout à l'heure Maître Pévon, c'est un avocat qui a le verbe, qui a la poigne. Il y a Kissi qui a aussi quelqu'un de très, très, très dynamique. Mais vous étiez des élus de la République. Vous êtes des hommes politiques. Mais il faut que vous vous levez pour cette histoire-là. Et puis la manière dont ils veulent déposséder les gens de leurs terres. Là, il n'y a pas que seulement les autochtones, les gens qui ont acheté des terres là-bas depuis longtemps, qui ont acheté 10 hectares, 20 hectares, 15 hectares, 30 hectares, qui avaient des projets de ferme agricole. On vous dégage tous. Tu fais la politique, tu ne fais pas la politique, on vous dégage tous. Comment est-ce qu'on va vous indemniser? Personne ne le sait. Et donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Faure Gnassingbé continue, comme si le Togo était sa propriété privée, d'exploiter les richesses comme il veut, de donner à qui il veut, d'exploiter les choses et de ne pas rendre compte aux Togolais. L'histoire de ce phosphate carbonaté doit faire l'objet d'une communication nationale devant le Parlement pour dire aux Togolais quelle est l'étendue de ce minerai, on veut l'exploiter, à qui on veut donner la concession, qu'est-ce qui revient à l'État, qu'est-ce qui revient aux collectivités locales, qu'est-ce qui revient aux gens qui sont dans la localité. Il faut un débat national, il faut un discours national pour dire aux Togolais ce qu'ils veulent faire de ce minerai-là. Quand vous allez à Koumassi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Koumassi et d'aller à Ouassi. Mais ce qui a attiré mon attention à Koumassi, parce qu'on était allé chez le roi. On était allé chez le roi. Et vous savez que dans le royaume Ashanti, toutes les richesses, l'or qui est extrait dans le périmètre des Ashanti, la ville de Koumassi bénéficie exclusivement d'une commission pour développer la ville. Donc la royauté a un regard sur ces mines-là. La royauté a un regard sur cette mine-là, sur les mines qui sont dans la zone. Je ne sais pas combien de pourcentage, quelqu'un dit 5%, mais il y a un pourcentage qui revient à la communauté et donc contrôlé par le roi. Ça permet de développer la région, les zones, de construire les écoles, les universités, les hôpitaux, de veiller au développement de la ville. Vous ne pouvez pas venir exploiter les mines dans une région, détruire la région, détruire l'environnement, arracher les terres aux paysans et ne rien faire dans cette zone-là. Ce n'est pas normal. Donc, ce débat sur l'exploitation opaque des mines au Togo, on doit le poser. Et tout le monde doit se saisir de ce débat. La classe politique, association, ONG. Le phosphate ne peut pas devenir une malédiction pour le Togo, comme le pétrole est une malédiction pour le Nigeria. Je suis certain que si on gère bien les phosphates au Togo, chaque fin d'année, on peut dégager du bénéfice qu'on a dit phosphate 1 milliard pour chaque préfecture au Togo. Je suis convaincu. Je ne parle pas encore du port. Je parle des phosphates. Si on gère les phosphates avec transparence, je suis convaincu qu'à la fin de chaque exercice annuel, on peut donner à chaque préfecture au Togo 1 milliard pour construire des infrastructures. Et si on le fait sur 5 ans, 10 ans, chaque préfecture va se développer. Je suis convaincu. Je le dis de façon, ça peut paraître utopique, mais je suis convaincu que si chaque année, on vend les phosphates, on peut dégager 1 milliard pour chaque préfecture. Et on donne ça aux collectivités locales, aux mairies, pour construire des infrastructures. Ça peut être des centres culturels, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des écoles, ça peut être des universités. Je suis convaincu que si on veut redistribuer de façon équitable la richesse liée à ce phosphate-là qu'on exploite chaque année, chaque préfecture, nous avons combien? 39 préfectures. Chaque préfecture peut avoir 1 milliard pour faire des infrastructures.
Je parle d'une gestion basique comme ça, de la chose publique. Une gestion basique de la chose publique. Je parle d'une gestion basique de la chose publique. Si on peut dégager 1 milliard par préfecture pour que cette richesse profite à toutes les populations, du sud jusqu'au nord, 1 milliard par préfecture. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 1 milliard dans une préfecture? On peut construire des écoles, on peut construire des centres de santé, on peut construire des bibliothèques, on peut construire, je ne sais pas, des trucs. Alors, tous ces fonds-là, ça va où? Tout ça, ça va où? Ça va où? Donc, si avec les phosphates, on peut dégager 1 milliard par préfecture, avec le port, on peut dégager 2 milliards par préfecture, ça n'a rien à voir avec le budget de l'État. Ça, c'est un appui direct pour les collectivités locales. Les mairies prennent ça, ils gèrent. Ils font des petites routes, ils font des je sais pas, ils font des petits trucs pour développer les localités. Donc, les Togolais, au lieu de vous, je sais pas, au lieu d'être dans des choses qui n'ont pas de tête et de queue, ça là, ce que vous voyez là, c'est vos parents dans les villages qui sont menacés. Ojava, nyamina ni bon kekedi. Que on yana mi tande ko beto. Ko oho ani bon les agwe, bata so ka o kekekekeke wa. Ye ka o 3 jours, agbe dani bana so jao, ko le funu dans le funu. Oh ka la bosi, ani ba 3 jours ba ni bon. C'est la même chose qu'ils vont faire ici. Oh wale wale hawo oh wale peme, oh wale dabati, oh wale pome kuton, oh ani bon keke, oh bla ni bon kekekeke. Faut gâteau beaucoup 3 jours, agbate do la cigare. Non non, amojo, on va le breton de Nigeria, Abidjan, Côte d'Ivoire, c'est pas partout, Bénin. Parce que et donc les doigts. Et bien, mi ko ani ban beaucoup ko ja ho. Va, et nous ko ça ka wala fia, on wa konta na mekebe. On va nani wa konta na mekebe. Miabe kopi oja jokeke, miabe benigla oja jokeke, mia toko benu, miabe vodou ko oja bango keke. Donc, même vos richesses immatérielles vont disparaître. Et donc, c'est quelque chose en vous qui disparaît. Et ces gens n'ont pas d'état d'âme. Pour eux, c'est l'argent qui les intéresse. L'argent, l'argent, l'argent. Et ils ne font absolument rien avec cet argent pour le pays. Moi, je le dis et je le répète. Je n'ai pas fait des études d'économie, je n'ai pas fait des études de gestion, même si je connais un peu en économie. Je dis, si chaque année, on peut dégager 40 milliards, après ce qu'on verse à l'État, on peut dégager 40 milliards pour donner 1 milliard à chaque préfecture. Ce n'est pas utopique. Chaque année, on peut dégager 40 milliards pour donner 1 milliard par préfecture pour développer les préfectures. Avec seulement l'argent du phosphate. On prend le port, on fait pareil. On prend le clinker, on donne peut-être 500 millions par préfecture. On prend ça, on prend ça. Nos petites localités vont se développer. Le mode de vie va changer. Les préfectures vont changer, les gens vont se réveiller, il va y avoir des petites routes, des petits logements, il va y avoir des centres de santé, des centres culturels, les enfants vont se développer, des petits stades de basketball, de football, des centres de ceci, de loisirs, dans les villages, dans les localités. Aujourd'hui, vous prenez tout le Togo, il n'y a aucune infrastructure. Les gens qui ont des petits diplômes, ils arrivent tous à Lomé. C'est pour ça que Lomé est devenu un fourre-tout, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur du pays. Tout le monde vient à Lomé. Dès que quelqu'un a un petit diplôme, il descend à Lomé pour travailler, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur du pays. Alors que si on le distribue de façon plus ou moins équitable cet argent, on peut développer les localités de l'intérieur. Donc, les Togolais, vous qui observez tout ça, et vous ne dites rien. Mais il est bon. C'est un drame qui est en train de se passer. Donc, au moment où ils sortent encore ce communiqué là, pour dire oui, on va arracher les terres aux gens parce qu'on a trouvé le phosphate carbonaté. Il faut qu'ils fassent le point de ce qu'ils ont exploité jusqu'à maintenant. On ne raconte un ami. Phosphate qui est au Koukaka Fia, on ne va pas compter un ami sur moi. Phosphate qui est au Koukaka Bia, on ne va pas compter un ami qui est nous attendons beaucoup. Et vous savez la différence entre le phosphate carbonaté et le phosphate clair. Le phosphate clair, il est beaucoup plus en surface. Donc, c'est plus facile. Le coût de production n'est pas énorme. Donc, ils raclent le sol et puis après, ils ont le phosphate. C'est comme ça. Quand vous allez à Tchadbé là-bas, derrière, à Feta, vous allez voir que le phosphate, il est au sol, au ras du sol. Ils enlèvent juste la première couche et puis ils ont le phosphate. Mais le phosphate carbonaté est plus en profondeur. Vous voyez. Et donc, au mati, non exploité, et tout le monde est qui est, on a mon loga. On doit avoir mon loga, on compte bancaire, on dit quoi. On m'a raconté un américain. Donc, qui bon, on a le diamant là, ni bon, on dit. Mais il y a exploité phosphate carbonaté. Et que yo exploité Canafia, Ford ne va pas compter un ami. Je vous rappelle que depuis les années 2002, c'est Ford Nassingbe qui est le vrai ministre des mines de l'énergie. Tous ceux qui le mettent là-bas, ce sont des pantins, ce sont des amis à lui. C'est lui qui est le vrai ministre des mines et de l'énergie. Quand il devait rentrer au gouvernement, le super poste qu'on lui a donné, c'est mines, énergie et télécommunications. C'est les 3 super postes. Et les 3 domaines-là, Ford ne les a jamais lâchés. Il s'arrange toujours pour mettre quelqu'un qui dépend directement de lui à ces postes-là. Regardez les télécommunications, c'est qui? Sinon, depuis 12, 13, 14 ans. Regardez les mines et l'énergie, c'est qui? C'était Damipi, aujourd'hui, c'est qui? C'est tantôt Miriam Aziablé, maintenant c'est Écolo, tout ça, ce sont ses amis. Mais c'est lui qui contrôle ce secteur-là. Tout part de lui, tout revient à lui. C'est lui qui fait tout ça. Et donc, c'est lui qui négocie les contrats et tout, et personne n'a le droit de faire quoi que ce soit. Donc, tous les Togolais, si vous êtes des patriotes, même ceux qui sont dans Unir, vous avez des villages qui sont ici, ils vont vous déguerpir. Même ceux qui disent qu'ils sont dans Unir, ils ont la fourneau, BOB, en avant le PC, en avant, on dit Bafouno, bien les cas, n'y a pas. Komi, on dit un avion. Finiki, on dit un avion. Donc, à Messiame, il faut les recommer. Sinon, nous, on tombe dans 10 ans. Ça fait, premier site là, je rappelle la superficie du premier site. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai fait mes estimations avec des experts avant de commencer ce live. Le site de l'ouest, le petit site que vous voyez là, qui part de Diablé et qui va à Pogame, ça fait 67 km², donc 6690 hectares. 67 km², 6690 hectares, la petite bande. La grande bande, qui est beaucoup plus à l'est, c'est le plus grand, ça part de Tidémé jusqu'à Aminra. Ça fait 8855 hectares. Ça fait 89 km². Vous voyez tout l'étendue des terres qui veulent arracher. Plus haut, 3000 hectares qu'ils sont en train de prendre au niveau de Batopé pour un aéroport qui va engloutir plus d'une quinzaine de villages qui seront déplacés. À Batopé là-bas, ils prennent 3000 hectares.
Batopé, c'est toujours dans le Zion. Ils prennent 3000 hectares en descendant vers Djagbé jusqu'à Pougamé. Ils prennent 6600 et quelques hectares, donc le double de Batopé, et en allant vers Aménian, ils prennent presque 10 000 hectares. À compte à Maomao, sans rendre compte au pays, sans rendre compte aux citoyens, rien du tout. Et vous pensez qu'on doit rester comme ça, les bras croisés, et les regarder? Donc, je voudrais interpeller tous ceux qui ont encore un minimum de conscience, tous ceux qui ont encore un peu de patriotisme, pour que les gens prennent au sérieux cette affaire et commencent par demander sérieusement des comptes à Fonia-Sibé. Vous allez aller là-bas. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Le lac Togo, jusqu'à l'embouchure, c'est très ensablé. Hein. Vous allez à Goumoukope, tout ça là, tous les villages qui sont au bord du lac là. Vous allez voir que le lac est ensablé. Vous savez pourquoi le lac est ensablé? Le lac est ensablé parce que la boue de phosphate qu'on déverse à Kweme dans la mer, tout le temps, elle est balayée par le courant marin. Donc cette boue-là, elle est entraînée jusqu'à Apunupa et elle rentre par la mer dans le lac. C'est pour ça que vous allez voir, au niveau de Apunupa, là où il y a Dieu, tout ça là, vous allez voir que la mer est rougeâtre, elle est jaunâtre là-bas. Et donc, il y a un mouvement de boue, puisque c'est la boue qu'on déverse dans la mer. Et comme la mer, elle rejette tout corps étranger, la mer repousse la boue. Donc la boue revient et rentre par l'embouchure dans le lac. Et donc, jusqu'à Goumoukope, il y a un ensablement. Ce n'est pas, je ne tire pas des conclusions d'une vue d'esprit. Ce sont des études que vous pouvez retrouver. Même il y a des universités qui ont fait des études. Donc, il y a un ensablement de l'embouchure jusque dans les villages qui ne sont pas loin, jusqu'à Goumoukope. Donc, je suis allé dans ces localités-là. J'ai fait faire des vidéos. J'ai interrogé les citoyens là-bas. Les gens de Goumoukope vont vous dire que même dans le lac, il y a plus de poissons parce que le lac est de plus en plus ensablé. Et quand on parle d'ensablement, on parle de tout ce qui est comme les métaux lourds. Parce que la boue de phosphate qu'on déverse dans la mer, il y a les métaux lourds. Et dans les métaux lourds, quand vous fouillez sur Internet, vous allez voir que certains métaux lourds donnent le cancer. Donc, de toute la côte là, jusqu'au niveau de l'embouchure, tout est pollué là-bas. Sans parler de tout le drame qu'il y a à Kweme. Kweme, qui est la localité où il y a l'usine de traitement. Depuis des années, depuis 60 ans, il n'y a pas une seule voie qui est goudronnée à Kweme. Oui, il y a du plomb dans la boue de phosphate. Kweme, la localité de Kweme, je ne sais pas si c'est une ville, c'est un faubourg, je ne sais pas dans quelle catégorie il faut classer Kweme. Un village qui a évolué, une ville, un faubourg, mais vous arrivez à Kweme, où on exploite le phosphate, où on traite le phosphate depuis 60 ans. Avant de le mettre sur les bateaux, aucune rue à Kweme n'est goudronnée. Mouradia, est-ce que c'est un mensonge ou bien c'est factuel? Je suis allé à Kweme travailler plusieurs fois. Aucune rue à Kweme n'est goudronnée. Oui, c'est un village amélioré. Ce n'est pas une ville, c'est un village amélioré. Aucune rue à Kweme n'est goudronnée. Il n'y a pas un début de goudron dans une rue à Kweme, là où on charge le phosphate sur les bateaux. Vous imaginez ça? On a besoin de combien pour goudronner les rues qui sont à Kweme? De faire de Kweme une localité agréable, un cadre de vie. On a besoin de combien? Là où on charge le phosphate. Aucune rue à Kweme n'est goudronnée. Moi, quand je vois comment le pays est détruit, parfois quand je finis les lives, j'ai des ulcères. Je ne sais pas si on est tellement nombreux à souffrir pour notre pays. Franchement, quand je finis les lives, j'ai des ulcères. Parce que je ne peux pas comprendre que des Togolais qui ont encore la tête sur les épaules, qui ont encore toute leur intelligence, ils observent tout ça sans rien dire. Et que quand tu le dis, des gens viennent t'insulter. Alors qu'on est en train de détruire des vies humaines. On est en train de détruire des localités. On est en train de détruire des gens. Il n'y a plus de terre pour cultiver. Maintenant, c'est dans le Zion qu'ils vont prendre toutes les terres. Il n'y aura plus bientôt de terre pour cultiver dans le Zion. Il n'y aura plus de terre pour cultiver dans le Zion. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour passer notre vie inaperçue. On est venus parce que notre vie doit être marquée par un idéal. C'est quoi ton idéal? C'est quoi mon idéal? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi mes valeurs? Comment est-ce qu'on peut se taire en voyant notre pays sombrer comme ça? Chacun dit, dès que moi je trouve ma part, c'est bon. Dès que moi je trouve ma part, c'est bon. Dès que moi je trouve un peu, c'est bon. Même le peu que tu as, on va te l'arracher. Les villages ont tombé quoi? Technique, je vais vous trouver les villages là. Les villages de Vaughan là. Attends, je retrouve la carte sur le téléphone ici. Voilà. Donc, parlant des métaux lourds, voilà l'avis d'un spécialiste. Il me dit, les métaux lourds donnent de l'insuffisance rénale chronique et sont toxiques pour le cerveau. Donc, vous imaginez, tous ceux qui vivent à Kweme et tous les villages à l'est de Kweme, jusqu'à Néron. Je vous ai dit qu'entre-temps, le Bénin et le Nigeria ont interpellé l'Organisation mondiale de l'environnement sur le fait que la boue de phosphate pollue leur plage. Donc, un médecin me dit, les métaux lourds donnent de l'insuffisance rénale chronique et sont toxiques pour le cerveau. On était allé à Kweme, de l'autre côté, j'oublie un peu le nom du village qui suit, et on est allé dans une maison, l'eau est jaunâtre, l'eau du puits est jaunâtre. On a garé le véhicule, on est revenu, il y avait de la poussière partout sur le véhicule. Si je vais à Kweme, je pose ce tapis-là, à moins de 10 minutes, ce tapis va devenir jaune, parce qu'il y aura des débris de phosphate qui vont se poser sur ce tapis-là. Et donc, c'est dans cet environnement que les gens vivent, avec toutes les maladies.
Siwati Kopé, et Goumou Kopé, et tout ça. C'est dans cet environnement. Donc, les gens pêchent les poissons, ils mangent ces poissons qui sont déjà contaminés au plomb. Les gens qui sont partout là-bas, ils sont contaminés. Sans oublier tous ceux qui ont les maladies des yeux, à cause des débris de phosphate qui sont dans la nature, donc qui irritent les yeux. Donc, les gens font ces dégâts environnementaux, les maladies. Et le peuple n'a même pas d'argent pour construire les hôpitaux, pour faire des routes, pour faire des centres de santé, pour faire des terrains de loisirs. Et personne n'a le courage de dire, les gars, il faut qu'on demande les comptes à Fonia Simi. Mais non. Même dans la royauté, là où il y a eu les rois, même le Maroc, c'est une royauté. Le Maroc exploite le phosphate de meilleure qualité que le nôtre. Mais le roi du Maroc rend compte aux Marocains de la gestion qui a fait du phosphate. Le Maroc est un royaume. Là où on est en train de jouer la canne, là, c'est un royaume. Et le roi du Maroc, il rend compte de la gestion du phosphate aux Marocains. Mais fort, il gère nos minéraux comme bon lui semble. Il n'a de compte à rendre à personne. Les 561 milliards que quelqu'un vient de calculer tout à l'heure dans le live, cherchez à savoir si ça va tomber dans la... S'ils enlèvent le coût de production, ils payent tout ça. Là. Le reste de l'argent, cherchez, voir si vous allez retrouver les traces dans le budget national, dans la loi des finances. Cherchez. Les 562 milliards que quelqu'un a calculé en direct. Si on prend le coût du phosphate qui est à $625 la tonne, ils ont exploité, à l'heure où je vous parle, 1 500 000 tonnes. À l'heure où je vous parle. Peut-être dans les 5 jours qui viennent avant de la fin de l'année, ils vont aller à 1 600 000 tonnes. Cherchez à savoir si l'argent là, on retrouve les traces dans le budget de l'État, dans la loi des finances. Komi, Djerika, Fike et Gaon, les taux. Donc, Ken Boro là, et on a ton phosphate, il est beaucoup les taux quoi. On doit avoir condamné les 60 ans là. Les 60 ans d'exploitation des phosphates là. Il faut nous faire les comptes. On ne peut pas venir nommer des directeurs qui deviennent des milliardaires. Je vous ai cité les directeurs tout à l'heure, qui se sont énormément enrichis là-bas. Et qui n'ont même rien fait dans leur localité. D'où ils viennent. Les Bagnans, les Barquets, les Patassés, les Palitchala, et je ne sais pas, ils sont nombreux. Vous connaissez tous ceux qui sont passés par là, qui sont devenus milliardaires. Aujourd'hui, c'est Kézi qui est là. Et il est là directeur de l'OTP ou de la CPT depuis 17 ans. Fier Missélecom. Il faut que, à la SLPD, on essaye de fixer un quota de recrutement pour que tous les Togolais travaillent là-bas. Que ça ne soit pas seulement une communauté, une clique. Non. Il faut que, si d'Aparon, je ne sais pas combien d'employés à la SMPT, si c'est 200 employés, 300 employés, il faut que d'Aparon donne un quota, Mango donne un quota, Kara donne un quota, Kanté donne un quota, je ne sais pas, Sokolé donne un quota, Bafilo donne un quota. Il faut que chaque préfecture donne un quota. Comme ça, on sait que cette richesse profite à tous les Togolais. 1500 employés, oui. Sur les 1500 employés, merci. Sur les 1500 employés, il faut qu'on fixe des quotas. Donc, former les gens en conséquence. Il faut répartir les quotas. Et donc, former les gens en conséquence. Pour que cette richesse profite à tous les Togolais. Donc, s'il y a, je ne sais pas, que des gens viennent de manière, on n'aura jamais l'égalité, mais que les gens viennent proportionnellement plus ou moins de toutes les zones. Comme ça, tout le monde sait que, bon, ici, on peut y travailler. Allez voir comment se fait le recrutement à la SNPT. C'est ça la réalité. Parce que, si on regarde les postes, on a les postes des ingénieurs, les postes de site, on sait dans chaque région comment on choisit les gens pour les former. Pour que demain, ces gens-là soient prêts à être employés. Pour les ouvriers, pareil. Donc, on ne peut pas accepter que ce soit des gens qui se réunissent entre eux dans un club d'amis et qui choisissent leurs frères, leurs cousins, leurs neveux pour les engager massivement au détriment même de certaines personnes à qui appartiennent les sites. Je le dis de façon terre à terre, mais vous comprenez l'idée que je suis en train de mettre. Je le dis de façon terre à terre, mais vous comprenez l'idée que je suis en train de mettre. Vous comprenez l'idée que je suis en train de mettre. On a exploité le fer de Bangéli, ça a profité aux gens de Bassa. Ils ont laissé le reste du site dans la bourse là-bas. Demain, quand ils vont finir le manganèse de Naïga dans le Penda là-bas, ils vont abandonner tout ça là-bas. Ils vont s'enrichir. Les gens vont nettoyer leurs fesses, ils vont partir. Mais ce sont des minéraux qui ont une durée de vie. Le phosphate va finir, le fer va finir, le manganèse va finir, le clinker va finir. Ces régions vont devenir quoi? C'est pour ça que dans certains pays où on a le pétrole, les dirigeants sont visionnaires. Ils ont des fonds souverains sur lesquels ils mettent de l'argent pour les générations futures. Ce n'est pas pour rien que le Qatar qui est un petit émirat, qui sait que le pétrole va finir, le Qatar investit énormément. Un instant, je vais brancher mon ordinateur qui est en train de... Ce n'est pour rien que le Qatar qui un instant. J'ai oublié de brancher l'ordinateur. Il est en train de... Voilà, c'est bon. Ce n'est pour rien que le Qatar, qui sait que le pétrole va finir un jour, a investi dans des fonds partout dans le monde. En France, le Qatar a acheté presque tout. Vous connaissez l'histoire de Paris Saint-Germain. Vous connaissez les grands hôtels qui sont en France. Ils ont acheté pratiquement tout. Parce qu'ils sont en train d'investir pour l'avenir. Quand le pétrole va finir, ils savent qu'ils ont mis de l'argent dans d'autres domaines. Au Togo, est-ce qu'il y a un fonds souverain sur lequel aujourd'hui on met les recettes des phosphates pour les générations à venir? Est-ce qu'il y a un compte au Togo aujourd'hui où on dégage de l'argent pour le clinker? Est-ce qu'il y a un compte demain sur lequel on met de l'argent pour le manganèse qu'on a commencé à exploiter à Naïga? Est-ce qu'il y a un compte sur lequel on a mis l'argent qu'on a exploité le fer de Bangéli? Les dirigeants qui vivent pour demain, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Le marbre, c'est pareil. Nous tous qui sommes ici, mais nous laissons des petits trucs pour nos enfants.
Les gens, dès qu'ils ont des enfants, ils travaillent, ils ouvrent des comptes pour leurs enfants, des comptes bancaires où ils mettent un peu d'argent pour leurs enfants. Mais c'est pareil pour un État. Comment est-ce qu'on peut vivre sans mettre de l'argent de côté pour l'avenir du pays? Comment est-ce qu'on ne peut pas avoir un fonds souverain pour les phosphates? Comment est-ce qu'on ne peut pas aller prendre des actions dans les grosses boîtes avec l'argent des phosphates de manière à ce que cet investissement profite au pays? Donc, vous restez là. Hein. Moi, je vous ai dit, moi, quand je finis ce genre de choses, ça me fait tellement mal que j'ai mes tripes. Hein, j'ai de l'ulcère. Comme si j'étais le seul à souffrir pour le Togo. Vous ne pouvez pas rester là, regarder le pays. On ne vit pas seulement je ne sais pas comment on le dit, de l'eau, de je ne sais pas quoi. Il y a un pays à laisser pour les générations futures. Il y a un pays à laisser pour nos enfants. On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, et voir le pays est en train d'être détruit par une minorité de prédateurs qui ne rendent compte à personne. Et que tout le monde dit, oui, moi je ne fais pas de problème. Et quoi, vous pensez que nous qui parlons, on n'a pas de problème? Vous pensez que nous, on n'a pas de problème? Vous savez la pression qu'on a? Et en même temps, on continue. J'ai l'habitude de dire que, mais depuis des années que moi je suis dans cette histoire, je vais plus dire, bon, c'est bon, moi aussi je vais me barrer. Mais c'est notre pays. On n'en a pas deux. Les autres sont fiers de leur pays, en train de valoriser leur pays. Nous, on ne peut même rien dire. Quand tu es quelque part, tu es togolais, tu baisses la tête. Parce que dès qu'on dit qu'on est togolais, c'est les mauvaises choses qui arrivent à la surface. Et beau, quoi, on m'a dit. Il y a beau, on m'a dit les Togo. Il y a Singo, beau, on m'a dit les Togo. Hein? Vous voyez, il y a Sika, les Namio. Nous, quand tu bois, on a dit. Et beau, on m'a dit les Togo. Nous, quand tu as mis l'eau, et beau, on a dit. Non, pourquoi non, mais on me doit dire, d'accord, mais pourquoi tout le monde n'est pas touché par ça? Miamoko, les préfectures, quand tu vas voir, ni yasi, ni mindi tabré ni yabo, parce que niabe copé au yabou, niabe kissino au yabou, niabe et togbe no yabou, niabe béniglan au yabou. Vos patrimoines sur tous les plans, c'est ça qu'ils vont détruire. Comme ils ont déjà détruit à Hautoué, à Kogame, à Tabati, tout ça, c'est tout ça qu'ils vont détruire. Ni m'en fou, ni m'en pas d'or, je suis uni. Ni m'en unir, mais fifi au Banco Péo, mais l'enfant n'y a pas si peu. Ni m'en unir, mais il y a l'ona, et noir, bulletin, on a eu nommé. Avocat là-bas, vous avez fait ça plein. Avocat là-bas, aux dernières élections, c'est ce que vous avez fait. Vous avez bourré les urnes avec votre soeur Tomika là, vous avez bourré les urnes partout. Bourré les urnes. Même les chefs ont été complices pour bourrer les urnes avocats. Et Fio, c'est le moment d'arriver à arriver. Vous allez devenir des SDF. Bien les cas, on dit namio. Oh non, on dit namio. Mais bébé dit caméra nyabo. Moi, je suis comme un gongonneur. Moi, j'ai fini. Phosphate benya. Que ce soit les phosphates, le clinker, le fer, voilà. Et les CV sont boulés tout maintenant. Mais non, Anigba qui est une sorte d'agrément nomination. Et puis, même au planning, bon, le fonds central, le planning d'aller, j'ai 20 hectares ici, j'ai 15 hectares ici, et j'ai des hectares dans le Zio. On a politique, on a politique, qui est communiqué à quoi quoi. On a bon, donc, voilà moi ce que j'ai. Voilà ce que moi j'ai à vous dire ce soir. Et bon, moi je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je ne fais que fouetter votre conscience. Si vous arrivez à prendre conscience, c'est tant mieux. Mais si vous refusez de bouger, c'est votre problème. Vous allez sombrer de plus dans la misère. Si Ford doit vivre encore 60 ans, il va vous martyriser pendant 60 ans. Parce que Nimle dit là, c'est ça la réalité. Il a la solution pour vous maintenir dans la misère. Encore 60 ans. Puisque Miameloa, Mikouabena, Milateni, Yasingo, Kouvi, Kakaso, Imavo. Miameloa, Mikouabe, Milateni, Yasingo, Kouvi, Kakaso, Imavo. Mio, Miva, Nibanti, Yavani, Nepepo. Miva, Nia, pour la méthode, Nia, accompagner. Vous êtes venus sur la terre pour accompagner les autres. Et donc, les hommes politiques, vous avez votre partition à jouer. Généralement, quand on fait ce genre de choses, vous dites non, voilà, les gens veulent prendre la place des hommes politiques. Non, c'est vous qui êtes sur le terrain. Moi, je fais de la dénonciation. Je n'ai pas d'agenda politique. C'est vous qui avez fait la politique. Et c'est vous qui devez vous saisir de ça pour mettre en difficulté le régime. Tout ce que les gens font, les petits groupes de pression, sensibilisation, tout ça, c'est normalement vous, les hommes politiques, qui devez tirer les marrons de ça. C'est vous qui devez profiter de ça. Parce que cette pression, c'est sur le régime. Et ceux qui font cette pression-là aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce sont des gens qui veulent être des hommes politiques ou quoi que ce soit. Ils le font en appui à ce que vous faites. C'est à vous de savoir tirer les leçons de tout ça et de tirer les marrons du feu.
Phosphate, ben, il y a là, baba, ah, mais c'est là, bon. C'est bien, tout le monde va se taire. Tout le monde va se taire. Pendant que toute une zone est en train de sombrer. C'est là où il y a vos électeurs. Les gens qui sont là-bas votent pour vous. S'ils sont en difficulté, vous ne pouvez pas les défendre. Vous faites quoi alors? Allez les gars, voilà ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Et je pense que sur cette affaire de phosphate, on doit revenir là-dessus. Midola avait dit, qu'avant de payer population, on doit s'y comme bien. Il m'a dit, tati government à la pétrole. Avant, on va dire aussi que y a eu un peu de en retour. Midola zan et moi phosphate carbonaté suffisamment pour mobiliser les gens. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Et joyeux Noël à vous tous. C'est le dernier live avant Noël. Et on fera un autre live après Noël. Et puis, ben voilà. J'ai vu Fort se promener avec son hélicoptère pour soulever la poussière sur les gens. À Papida, là-bas, qu'il est en train de régler le problème tout. Après, il est reparti en RDC. Lui, il est en l'air. Il se promène. Il est reparti en RDC. Il est rentré ce soir. Il est remonté à Niamtougou. Lui, il est seulement dans les avions. Il se promène. Voilà, c'est ça. C'est son hélicoptère, ça. Et quand il est arrivé à Kemerida, oh, oui, et Simon les toi, et au Java, bombé. Et tu viens voir comment tu règles le problème d'eau. Tu viens en hélicoptère, tu soulèves la poussière sur les gens. Voilà à quoi ressemblent les villages. Tu soulèves la poussière sur les gens. Hein? Kérosène, que soit l'hélicoptère, on met encore plus loin, et au forage des caves. Le kérosène qu'il a mis dans l'hélicoptère pour arriver dans son village, dans ce village-là, ça a déjà construit un forage. Il est toujours dans l'air. En tout cas, joyeux Noël à vous tous et bonne fête dans vos maisons. Et que nous qui sommes des chrétiens, que un instant, il y a quelqu'un qui m'appelle. Que la naissance du Christ illumine notre vie et nous donne plus de force, plus de lucidité, plus de jugeote, plus de discernement. Parce qu'il a dit dans le livre d'Osée, je ne sais plus quel chapitre, parce que je ne lis pas régulièrement ces chapitres-là, que mon peuple meurt faute d'intelligence et faute de connaissance. Nous ne devons pas mourir faute de connaissance. Nous devons être du bon côté de l'histoire. L'histoire ne peut pas se dérouler sans nous. Nous devons être du bon côté de l'histoire. Et c'est ce que les générations futures retiendront de notre passage sur la terre. J'ai l'habitude de le dire, nous sommes des denrées périssables. Je peux dormir ce soir et ne pas me réveiller demain. Mais ce que les gens retiendront de moi, avec bien évidemment les défauts que j'ai, ils diront, ah, là, il essaie de faire quelque chose. C'est le plus important. Donc, joyeux Noël à nous tous et que la providence veille sur nous et que nous continuions d'avoir ce minimum d'engagement pour notre pays. J'ai un compatriote qui est fonctionnaire, qui me disait, grand frère, il faut parler de fonctionnaires, il faut parler de nous. Je lui ai dit que j'ai tellement parlé qu'après je me demande de quoi je me mêle. Vous êtes des fonctionnaires, vous avez des syndicats, on ne vous paye pas, on ne vous recommande pas, vous n'avez pas la fin d'année, le 13e mois. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, ce n'est pas moi qui vais venir me battre pour vous. Je peux me battre pour les gens à qui on arrache les terres, je peux me battre pour les dockers qui sont au port, qui n'ont rien, je peux me battre pour les gens à qui on est en train d'arracher les maisons avec les histoires de réserve administrative. Je peux dénoncer nos frères qu'on maintient en prison. Mais il y a d'autres qui ont dormi. On le tout fait nami. Mais les regards, il y a beaucoup de temps à unir mes milliers. Et il y a la baba bombée, on le tout fait nami. Vous avez des syndicats? Vous avez des syndicats? Et il y a la baba tout, il y avait dans son retard. Mais non, on va lutter pour ceux qui n'ont rien. Il y a ceux qui n'ont rien, qui sont dans les zones franches, qui n'ont pas de contrat. Il y a ceux qui sont exploités par ces Libanais. Il y a des gens qui sont au port. Il y a des gens dont on arrache les terrains. Il y a des gens que la justice est en train de tricher. Ce sont les faibles là que nous supportons. Ce sont les gens qui n'ont pas de voix que nous accompagnons. Vous qui êtes déjà des fonctionnaires, vous avez des syndicats, on ne vous paye pas bien, faites des grèves. Mais ça dit, luttez pour vos droits. Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Les campagnes, il y a une campagne. On me tout fait un million. Mais là, il n'y avait pas pour me dire, bourré, non. Je ferai un live pour montrer comment l'administration, le fonctionnement de l'administration, qui est un héritage colonial, est un frein pour le développement de nos pays. L'administration telle qu'elle fonctionne dans nos pays en Afrique, c'est un frein pour le développement. Je l'avais déjà dit sous d'autres aspects, mais il faut que je fasse un live pour montrer comment l'administration dans nos pays est un frein pour le développement. Les gens qui sont dans l'administration, ils pensent qu'ils sont les propriétaires de l'État. Ils ne sont pas au service de la République. Ils ne sont pas au service des contribuables. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'enrichir. S'ils ne peuvent pas s'enrichir, ils cassent les projets. Ils bloquent les projets. Ils bloquent les avancements de leurs frères. Ils tuent leurs frères. C'est ça l'administration en Afrique. L'administration telle qu'elle est en Afrique, c'est un frein pour le développement. C'est pour ça que les pays où les gens ont fait des réformes structurelles, comme par exemple le Rwanda, ils ont cassé ce système d'administration coloniale. On n'achète pas de voitures au DG. On n'achète pas de voitures au directeur de cabinet. On n'achète pas, il n'y a pas d'avantage. On te paye un bon salaire, tu prends ta propre voiture, tu viens au boulot. Il n'y a pas de bon de carburant, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'administration et qui a encore des sociétés écrans pour gérer des projets.
L'administration est gérée sur le modèle du privé. Aujourd'hui, vous avez au moins 30% des gens qui sont dans l'administration qui ne vont pas au boulot, qui sont inutiles, mais ils prennent leur salaire. Parce que l'administration est politisée. Les 30% des gens, ils sont dans l'administration, ils ne viennent pas au boulot, mais ils prennent leur salaire. Ils n'ont pas de bureau. C'est en Afrique où tu vois la pluie qui veut tomber à 15h30. Le gars dit, je suis à Déticopé, je dois partir parce que si la pluie tombe, je ne peux plus rentrer à la maison. C'est l'administration en Afrique, ça. Quand la pluie veut tomber à 15h30, le gars, il prend sa moto, il dit, je vais rentrer à la maison avant que la pluie ne tombe. Parce que si la pluie tombe, je ne peux plus rentrer à la maison. Alors qu'il est censé quitter le boulot à 17h30. Donc, à cause de la pluie, il va quitter le boulot. Donc, l'après-midi, là, le travail qu'il doit faire, c'est laisser à l'abandon. Ou c'est en Afrique où le gars, le matin, il vient au boulot à 10h. Il te dit qu'il a plu et qu'ils n'ont pas de route dans leur localité et que Baba Mira Zoba pour dormir. Il a plu. Ça, c'est en Afrique. Et personne ne dénonce ça. Personne ne dénonce ça. Mais ces gens-là, ils sont payés. Ils sont payés chaque fin du mois pour un service qui ne rentre pas au pays. Et quand vous allez dans l'administration, demandez un service, on vous embête, on vous insulte, on vous crache à la figure. Parce que derrière, on a été recruté sur recommandation d'un oncle, d'un officier, d'un frère, d'un ministre. Tant qu'il n'y aura pas une thérapie de choc, même dans le fonctionnement de l'administration, en Afrique, et particulièrement dans les pays francophones, comme ça a été fait au Rwanda, où on coupe tous les petits avantages pour lesquels les gens se battent dans l'administration. Bon d'essence, voiture de commandement, chauffeur, c'est pas tout ça là. L'administration ne va jamais fonctionner en Afrique. On n'aura jamais des résultats en Afrique. Vous avez des gens qui sont dans les ministères. Ils sont de simples contrôleurs financiers. Ils ont 20 maisons à Lomé. Alors qu'ils ont payé un salaire de 600 000, 500 000. Ils ont 20 maisons à Lomé. C'est le détournement des projets. Mais personne ne leur dit rien. Vous avez des gens qui sont des comptables dans les administrations, qui ont 10 maisons, 15 maisons, que leur salaire ne peut pas leur permettre même de faire pendant toute leur carrière. Et ce sont ces gens-là qui vont prendre la carte du parti politique pour pouvoir avoir une couverture et rester à leur poste pour détourner, pour voler. Et ce sont ces gens-là qui font qui s'opposent au recrutement des jeunes dans l'administration, qui bloquent l'avancement des gens dans l'administration. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Je ferai un live sur ça. Donc, merci à vous.